vent est une énergie diffuse, non pilotable. On ne contrôle pas le vent, on ne commande pas Éole. Et donc c'est bien parce que le vent avait ses caractéristiques physiques intrinsèques qu'on ne changera pas, que l'énergie fossile est la seule qui a permis le développement de l'ère industrielle. En octobre 1973, les pays arabes producteurs de pétrole annoncent un rationnement de leur production et une hausse brutale des prix. Pour une économie française dont le pétrole importé représente alors les 2/3 de la consommation énergétique, ce renchérissement soudain conduit à la recherche d'énergies nouvelles. Nous avons pris une décision très importante, de réaliser en 1974 et 1975 le lancement de 13 centrales nucléaires. Les premières mesures de libéralisation du marché de l'électricité rentrèrent en application à la fin des années 90. Au nom du principe de libre concurrence, l'Europe obtenait la fin du monopole de production et de distribution d'EDF. En gros, de la guerre à 1995, les prix de l'électricité n'ont fait que baisser en France. La sécurité d'approvisionnement n'a fait qu'augmenter, l'indépendance énergétique n'a fait qu'augmenter. Et donc, EDF était une entreprise florissante, qui a essentiellement bénéficié à ses clients, qui étaient à l'époque des usagers. En mars 2000, le chancelier allemand Gerhard Schröder votait une loi garantissant aux producteurs d'énergie renouvelable un tarif d'achat supérieur à celui de l'électricité conventionnelle. Quelques mois après, le député Yves Cochet remettait au Premier ministre Lionel Jospin un rapport préconisant d'adopter la même mesure. Ainsi, en 2001, ce prix est fixé pour 15 ans à 82 € du mégawattheure pour un prix de marché de 35 €. La différence sera payée par EDF. Autrement dit, nous tous. La libéralisation du marché de l'énergie et l'octroi de ce prix de rachat garanti allaient créer une véritable ruée vers l'or. L'Union européenne a ainsi contraint la France à mettre en place un mécanisme consistant à céder le quart de la production nucléaire d'EDF à ses concurrents, à un prix inférieur à son coût de revient. EDF alimente donc ses concurrents en prenant tous les risques de production et d'investissement, tout en les subventionnant pour qu'ils puissent lui prendre des parts de marché. Et donc EDF est en faillite. Je veux dire, peut-être que c'est un gros mot de dire ça, mais enfin on voit bien qu'on ne peut pas vendre à long terme de l'électricité en dessous du prix de revient. Encore une fois, il faut bien que ça profite à quelqu'un. Les Allemands ont clairement un mandat qui est non seulement de supprimer le nucléaire chez eux, mais de le supprimer chez les autres. Ça transparaît dans la réglementation européenne, puisque comme l'Allemagne est la principale puissance européenne, ils sont très influents, et la France se laisse faire, gentiment, ce qui est une honte, mais c'est un autre débat. Et la France ne s'oppose pas du tout assez fortement à cette idée allemande. Et donc c'est une très bonne affaire pour les Allemands de voir l'éolien et le solaire se développer dans les autres pays européens, parce que comme ça conduit le prix de l'électricité à augmenter chez les voisins. Donc les Allemands ne perdent pas un avantage concurrentiel qu'ils avaient en fournissant à leurs industriels de l'électricité à bas prix, parce qu'effectivement la lignite, ça fournit de l'électricité à bas prix tant qu'on se fiche du CO2. En 2011, Angela Merkel prend une décision historique, abandonner le nucléaire d'ici 2022. Dès 2011, 8 réacteurs sur 16 sont mis à l'arrêt. Mais comment l'Allemagne a-t-elle compensé leur disparition ? Elle s'est d'abord appuyée sur les centrales à charbon. Certaines mines à ciel ouvert tournent encore à plein régime. Dans le même temps, les Allemands vont aussi investir sur les énergies renouvelables. Bilan 5 ans après, la part du nucléaire dans l'électricité a chuté à 13%. Celle des énergies renouvelables a fortement augmenté. En investissant massivement dans le renouvelable, la chancelière espérait baisser en même temps les émissions de CO2, mais les résultats se font attendre. Effectivement, en 5 ans, les émissions de CO2 n'ont quasiment pas diminué. Depuis 2010, l'Allemagne a investi plus de 30 milliards par an dans l'implantation d'éoliennes et de photovoltaïques. Et l'on prévoit une facture globale de plus de 500 milliards à l'horizon 2025. Alors que cette transition était supposée faire baisser la facture, le prix de l'électricité en Allemagne est aujourd'hui à plus de 45% supérieur à la moyenne européenne et 2 fois supérieur à celui de la France. Et, sur un plan climatique, le résultat est encore plus déprimant. Malgré les 30 000 éoliennes implantées en Allemagne et les centaines de milliards déjà mis sur la table,
leurs émissions de gaz à effet de serre peinent à diminuer significativement. L'électricité allemande, le mégawattheure allemand, reste l'un des plus sales d'Europe. L'électricité française est produite à environ 70% par du nucléaire, 11% par de l'hydraulique, 7% par du gaz, 2% par du solaire et à 6% par des éoliennes. Premier exportateur européen d'électricité, la France n'en reste pas moins limitée par la physique. L'électricité ne se stocke pas. Alors le stockage de l'électricité est un problème qui est un problème difficile depuis qu'on manipule l'électricité parce que l'électricité physiquement se définit comme un électron en mouvement. D'accord ? L'électricité, c'est un électron qui circule dans un métal, enfin dans un matériau conducteur, disons un métal. Donc stocker l'électricité en tant que telle, on ne sait pas faire. C'est physiquement impossible. Pour stocker de l'électricité, en fait, on est obligé de transformer l'électricité en autre chose. Ce qu'on sait faire le plus facilement dans un réseau électrique, c'est que cette autre chose soit de l'eau remontée en altitude. Donc le stockage le plus courant dans les réseaux électriques, c'est ce qu'on appelle des barrages réversibles. La quantité de pompes qu'on a installées pour remonter de l'eau en altitude dans les barrages, c'est 2% de la puissance de production. Donc c'est totalement anecdotique aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, pour la production, on a besoin de moyens qu'on appelle pilotables. Parce qu'on ne peut pas se dire « ça produit quand ça produit », et c'est pas grave, parce que je vais stocker quelque part, et puis du coup, quand j'en aurai besoin, je déstocke. On ne peut pas faire ça. Donc c'est pour ça que la totalité des réseaux électriques dans le monde ont tous été faits de la même manière. C'est des réseaux descendants avec des moyens pilotables. Donc en tête de réseau, vous avez des moyens où vous tournez le bouton, ça produit plus. Alors vous pouvez tourner le bouton dans des barrages, on comprend bien que ça produit plus. Vous pouvez tourner le bouton dans une centrale à gaz ou dans une centrale à charbon, ça produit plus. Et en France, on sait aussi faire des réacteurs nucléaires où vous tournez le bouton et ça produit plus. Tous les pays du monde ne savent pas, mais nous on sait faire ça. Non stockable, l'électricité éolienne est également intermittente. Les éoliennes commencent généralement à fonctionner lorsque le vent atteint 10 km/h. Mais elles ne produisent alors qu'une fraction infime de leur puissance installée. Ce n'est en réalité qu'entre 50 et 90 km/h de vent qu'elles atteignent leur pleine capacité de production. Au-delà, on les arrête. En ce qui concerne le nombre d'heures de fonctionnement, les centrales renouvelables sont très mal placées. Elles fonctionnent un petit nombre d'heures par an. Et sur les 8760 heures de l'année, une centrale photovoltaïque va fonctionner un peu plus de 1000 heures et une centrale éolienne un peu plus de 2000 heures. Ça fait 12-15% dans un cas et 25% dans l'autre. Alors bien entendu, les gens qui gagnent leur vie dans l'éolien, ils ne parlent jamais en kilowattheure produit, ils parlent uniquement en kilowatts ou en mégawatts installés, bien entendu, parce que ça multiplie par 3 ou 4 l'image qu'ils se donnent. En analysant l'ensemble du cycle de vie des différentes sources d'énergie, l'Agence de la transition écologique a discrètement reconnu que le nucléaire français produisait en réalité 2 fois moins de CO2 que les éoliennes. Or, comme le système électrique français est déjà décarboné à plus de 90%, on comprend bien que les éoliennes ne peuvent constituer une cible efficace pour l'action climatique. Et le pire, c'est que certains responsables pro-éoliens l'avouent volontiers. On peut avoir des débats sur le nucléaire et le climat, mais je suis d'accord avec vous que le nucléaire est largement une énergie décarbonée et qu'il ne faut pas être pour l'éolien parce que le nucléaire nous empêcherait de sauver le climat. Je suis d'accord avec ça. C'est déjà bien. En 2018, une commission d'enquête a reconnu l'inutilité climatique des éoliennes en France. Restée favorable à leur développement, la rapporteuse de cette commission a bien identifié les enjeux du problème. Le jour où les gens vont vraiment comprendre que cette transition énergétique ne sert pas à la transition écologique, vous aurez une réaction de rejet de ces politiques en disant « mais vous nous avez menti en fait ». Il se trouve que l'éolien demande des dizaines de fois plus de métal par kilowattheure produit que le nucléaire. L'énergie nucléaire est une énergie décarbonée, une énergie sûre. Le GIEC le confirme, la Commission européenne le souligne.
Même si leur rendement est assez lamentable en termes de production électrique, cela ne gêne pas les promoteurs éoliens, car l'État leur a accordé une double garantie. En volume, leur courant accède au réseau avec une priorité sur tous les autres, et en prix, avec des rentes garanties sur 15 ou 20 ans. Non seulement on s'engage sur un prix fixe pendant 15 ou 20 ans, mais en plus, elle a priorité sur le réseau. Donc, si le vent souffle, on est obligé de consommer cette électricité. Donc ceux qui gagnent de l'argent, et parfois qui en gagnent beaucoup, c'est ceux qui peuvent compter sur des prix garantis, sur des aides, des subventions publiques. Alors des subventions publiques, donc financées par des taxes, financées par le consommateur, financées par le contribuable. Enfin, de toute façon... Refacturée aux ménages, la TURPE représente aujourd'hui le tiers de la facture d'électricité et va continuer d'augmenter. Le deuxième financement dissimulé concerne le prix de vente garanti. Cette contribution au service public de l'électricité, dite CSPE, a en quelques années augmenté de 650%. Critiquée pour favoritisme par la Commission européenne, elle s'est finalement introduite dans la TICPE, dite taxe carbone. Donc le consommateur d'essence, il le sait en général pas, mais une partie des taxes qu'il paye quand il achète de l'essence, eh bien, sert à financer le surcoût des renouvelables. Et là, c'est relativement important. Éolien plus solaire, c'est 7 milliards de subventions par an qui sont cachées dans la CSPE, c'est-à-dire dans le prix de l'électricité. Et maintenant, comme ça ne suffit pas, parce que la CSPE qui a augmenté de 10% par an, on l'a mis dans la TIPCE, donc d'où d'ailleurs une petite réaction des gens dans la rue qui disent « Mais attendez, bon, tout ça pour payer qui? Pour payer quoi ?» C'est ça la bonne question. Il faut savoir qu'hormis le mât en acier qui peut être facilement recyclé, les autres éléments nécessaires à sa construction ont un impact écologique pour le moins conséquente. La masse de béton nécessaire pour la fabrication d'un socle d'éolienne oscille entre 800 et 1500 tonnes de béton, masse à laquelle s'ajoutent les 50 tonnes de ferraillage. Les pales constituent un autre élément fondamental des éoliennes. Elles doivent allier solidité et légèreté. C'est la raison pour laquelle elles sont fabriquées à partir de matériaux composites, mélange de fibres de verre, de carbone et de résine polyester. Seulement, rien n'y fait. Cet alliage ne se recycle pas. Et bien qu'ils prétendent le contraire, certains promoteurs se voient contraints d'enterrer secrètement les pales. Enfin, une éolienne ne serait rien sans sa nacelle. Elle cache dans ses entrailles toute une panoplie d'équipements, dont un alternateur à aimant permanent, qui est généralement en partie composé d'un alliage de néodyme et de dysprosium, issus de ce qu'on appelle communément les terres rares. Pour une éolienne, il faut environ 200 kg de terres rares. Et pour une éolienne en mer, on utilise près d'1 tonne de terres rares. Les énergies renouvelables fonctionnent grâce à l'utilisation de matières premières qui ne sont pas renouvelables. On ne le sait pas parce que nous avons délocalisé la pollution de ces terres rares, métaux rares dans les années 80. Il y avait une production aux États-Unis, il y avait un raffinage en France. On n'en voulait pas, c'était trop sale. Et les Chinois, au même moment, dans les années 80-90, nous ont dit « Mais vous inquiétez pas, nous on a des réserves, on a des industries, on va salir notre environnement pour que vous puissiez avoir ensuite ces métaux à l'état propre pour les utiliser dans vos technologies. » Donc à l'instant où je roule dans une voiture verte, bien forcément je ne pollue pas, je n'émets pas de CO2, mais toute la pollution en amont pour les métaux et puis en aval pour le recyclage, je ne la vois pas, elle a été délocalisée et je ne m'en rends pas compte au quotidien, mais c'est pourtant la réalité. Une simple provision de 50 000 € est prévue par la loi pour leur démantèlement, alors que les devis que nous avons pu nous procurer tournent davantage autour de 400 000 €. Si en fin d'exploitation, les actionnaires évaporés ne veulent pas payer, ou comme ce qui arrive souvent, n'arrivent pas à être identifiés, la désinstallation finira en réalité à la charge des propriétaires des terres, qui n'auront plus que leurs yeux pour pleurer. Les promoteurs sont extrêmement malins. D'abord, il faut savoir qu'ils agissent tout à fait en catimini. Toute l'astuce, c'est de ne pas apparaître. Donc, on commence par aller voir un maire. On n'en parle pas au conseil, on va voir le maire
personnellement, et on lui fait miroiter des retombées pour sa commune, on lui fait parfois miroiter des aides, qui est une corruption inavouée. Le discours n'est pas un discours écolo. C'est pas le discours je vous donne l'occasion de lutter contre la dérive du climat. Le discours, c'est voilà ce que ça va vous rapporter en termes financiers. À vous, la commune, et puis aux propriétaires privés qui vont accepter de me louer le terrain. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut dire que maintenant, nous en sommes à quasiment 10 000 € de revenus par an, par éolienne. Il y a aussi tous les contrats, tous les baux signés pour le passage des câbles, les indemnités de survol. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont imposer des nuisances à leurs voisins, être grassement rémunérés pour ça. Ça se fait légalement et ça crée forcément beaucoup de colère. Dans un premier temps, conseil municipal, on n'était pas forcément opposé à cette implantation. Donc déjà, on a décidé... On a donné notre accord pour l'étude d'implantation, avec bien sûr les éléments que nous avait donnés la société Valorem. Mais on s'est aperçu qu'entre-temps, notamment à l'occasion d'une réunion avec la préfecture du Cantal, et c'était pas forcément le même projet qu'on nous avait présenté avant. Qu'est-ce qui s'est passé lors de... Entre-temps, les éoliennes, elles ont poussé de 50 mètres, c'est-à-dire qu'on nous mettait des éoliennes à 200 mètres sur la commune. Il faut bien l'avouer, pour une petite commune rurale comme la nôtre, l'apport financier n'était pas négligeable. Donc, mais rien que le fait de nous avoir un peu mené en bateau, entre guillemets, par rapport à la hauteur des éoliennes, ça nous a fait réfléchir. Et donc, à partir de là, le conseil municipal, on a décidé d'organiser une consultation. Il y a une fracture qui se crée dans ces communes. Cette fracture entre ceux qui bénéficient, le très petit nombre, et ceux qui supportent, qui ont à supporter les effets négatifs finalement des éoliennes. Personnellement, je suis maire de la commune d'Époisses depuis maintenant 2 mois et demi et j'ai déjà eu 5 demandes de promoteurs qui demandent des rendez-vous pour nous expliquer qu'ils souhaitent installer des éoliennes, un parc éolien sur notre territoire, avec 2 arguments fondamentaux. Le premier, c'est les retombées fiscales pour la commune, dans laquelle ils montrent effectivement ce que chacun peut avoir comme retombée. Et le deuxième argument, c'est surtout leur discours et les documents qu'ils vous présentent. Ils arrivent avec un dossier complètement bouclé, avec déjà une implantation plus ou moins précise, et sur du papier de qualité, et avec un discours où manifestement ils entraînent les gens à expliquer et à développer a priori. Et ça se termine toujours, un petit peu sentimentalement, en nous disant, vous voyez, si jamais vous les acceptez de mettre ce parc sur votre territoire, vous allez participer à fournir l'électricité pour des dizaines de ménages correspondants. Le constat que je fais, c'est qu'entouré d'éoliennes aujourd'hui, je suis encore sollicité par de nombreux promoteurs qui, étonnamment, sont étrangers, qui viennent proposer d'installer encore des machines, avec des mannes financières complètement démesurées pour les propriétaires terriens en particulier, des mannes financières d'un montant plus faible évidemment pour les territoires, mais également qui est un argument. On s'interroge sur cette manne financière. Est-ce que c'est pour rémunérer des nuisances ou pour permettre aux gens d'accepter des nuisances produites par ces éoliennes? C'est une interrogation que je me pose en ce moment. Ce que nous voyons aujourd'hui sur la carte des vents, l'état des lieux des vents à l'heure où nous parlons, est particulièrement représentative de la moyenne des vents que nous avons tout au long de l'année en France, à savoir une façade atlantique particulièrement ventée, une façade sur la Manche bien ventée, ainsi qu'une façade méditerranéenne et un couloir rhodanien bien venté. Ce qu'on constate aussi, c'est que cette cartographie des vents n'est absolument pas en lien avec les zones d'implantation éolienne, puisque par exemple, la Bourgogne aujourd'hui, qui est en saturation éolienne, semble être le fruit en matière d'implantation que du résultat commercial des entreprises industrielles qui viennent démarcher l'intégralité du territoire. Moi j'étais conseiller à l'époque, je ne me suis absolument pas opposé à ce projet parce qu'il est vrai que je ne connaissais absolument rien des éoliennes. Donc quand il a fallu voter sur une étude de faisabilité du projet, j'ai dit oui, de bon cœur. Mais malheureusement, quelques années après, quand ce projet a évolué et que je me suis rendu compte des problèmes de nuisance du fait que j'étais la maison la plus proche, là j'ai totalement changé d'avis et je me suis rendu compte qu'on avait été totalement roulé dans la farine. Je suis arrivé, il y avait 2 classes d'école, il y avait une épicerie, il y avait un restaurant, il y avait un café,
Il y a des zéros maintenant, il n'y a plus rien. Qui va venir s'installer là, à côté des éoliennes? Qui va venir? Cela fait bien longtemps que les producteurs éoliens ne sont plus à la recherche de zones venteuses, mais bien de communes nécessiteuses. Outre une redevance annuelle d'environ 7 200 € par mégawatt installé, versée aux communautés de communes et aux départements, les industriels peuvent financer des goudronnages de routes, de l'éclairage public, se substituant ainsi à l'État et au vote. La conséquence concrète, c'est qu'on vit moins bien. C'est une véritable présence parce que ces machines, elles bougent, elles tournoient, elles clignotent, elles font du bruit. Elles attirent le regard. Ces machines nous envahissent dans notre vie quotidienne. C'est pollué chez nous maintenant. Récapitulons. Alors que l'inutilité de l'éolien pour réduire le CO2 en France est manifeste, que son développement va entraîner des hausses importantes du prix de l'électricité, qu'il va aggraver le déficit du commerce extérieur de la France, qu'il a des conséquences funestes sur la santé des riverains, sur la faune, la flore ou les paysages, les pouvoirs publics continuent de rester sourds. Et pour ne rien arranger, les principes démocratiques se trouvent un à un piétinés. Ils ont tout essayé, les tribunaux administratifs, diminuer les temps de recours. Ils sont en train de supprimer les enquêtes publiques parce que ça les gêne maintenant, parce qu'il commence à y avoir des trucs. Non, c'est vraiment une volonté de faire taire les associations et les citoyens français. Qui, une fois renseignés, osera encore croire que c'est pour sauver la planète qu'on artificialise nos sols? Après avoir été longtemps manipulés, les citoyens s'informent et on risque bien d'être surpris du résultat.